Bonsoir à toutes et à tous. 43 signataires, c'est peu, mais cela suffit pour faire beaucoup de bruit en Israël et aussi à l'étranger. La lettre signée par 43 réservistes de l'unité 8200 des renseignements militaires israéliens et dans laquelle ils expriment leur refus de servir face aux Palestiniens. Eh bien, cette lettre a en effet eu beaucoup d'écho et ce n'est pourtant pas la première fois que des appelés ou des réservistes israéliens adoptent ce genre d'attitude. Et comme à l'occasion des précédentes pétitions similaires, eh bien, le débat est relancé en Israël. Une démocratie en état de guerre et qui a basé sa sécurité sur une armée de conscrits peut-elle se permettre de tolérer l'expression d'un refus total ou partiel de prendre part à l'effort de défense? C'est le thème de ce nouveau numéro de Tout est dans la presse avec Gilad Alpern de la radio TLV1, Myriam Shermer de Jérusalem Post en français et Arieh Avidor, ancien ambassadeur d'Israël. Merci à tous les trois. On va tout de suite commencer le débat. Je me tourne vers Gilad Alpern puisque Gilad, vous avez refusé de prendre part à cette... Vous êtes réserviste, je crois, dans une unité de blindés. De blindés dans le commandé sud. Et vous avez refusé de prendre part à cette opération, l'opération Bordure Protectrice. Tout à fait. Et pour quelle raison, étant donné que très clairement, Israël était agressé par le Hamas, qui est une organisation qui a juré la destruction de l'État d'Israël? Pourquoi refuser dans ces conditions de servir? Ce n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Ce n'est pas un épisode isolé dans les relations entre le Hamas et Israël depuis quelques années, surtout les dernières 6 années où on avait 3 campagnes sanglantes et très brutales contre la bande de Gaza. Israël n'a pas choisi. Alors ça, on n'est pas d'accord. Israël n'a pas choisi, c'est vrai, mais elle pouvait éviter assez facilement, et mon genre de critique, c'était qu'Israël n'a pas exhausté tout le champ pour éviter une campagne aussi sanglante. Si c'est le cas, si c'est ce que vous pensez, pourquoi ne pas protester dans la vie civile, entre guillemets, en manifestant, en pétitionnant peut-être, mais pourquoi refuser? Il n'y a aucune contradiction. Je fais ça aussi, je suis très actif dans la société civile, je proteste très fréquemment, mais je pensais que ce serait hypocritique de s'opposer à cette guerre et faire partie en même temps. Oui. Si demain, par exemple, des réservistes liés au mouvement des implantations refusent d'obéir aux ordres de démanteler une implantation, et j'imagine que vous êtes en faveur du démantèlement des implantations de Cisjordanie, comment vous réagirez? C'est leur droit, et j'espère que comme il y avait pas mal d'autres réservistes qui ont suivi les ordres du gouvernement israélien, il y aurait aussi des réservistes qui suivraient les ordres du gouvernement israélien, c'est une démocratie. Donc mais il y a une marge. Les autres peuvent faire, entre guillemets, le sale boulot, mais vous gardez les mains propres. Alors exactement, c'est une décision personnelle, chacun a sa conscience, et il y a une décision à faire entre chacun et sa conscience. Myriam. Oui, alors moi, je pense que le problème, il n'est pas là, effectivement, que votre invité n'ait pas envie de servir. Je veux dire, nous ne sommes pas en dictature, contrairement à ce que certains aiment prétendre. C'est son droit. J'ai lu que vous avez... C'est pas vraiment son droit, il a fait de la prison pour ça. Non, mais s'il est prêt à en payer le prix, il est prêt à en payer le prix, c'est son droit, on ne va pas le forcer autrement que par la peine qu'il a déjà payée. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le fait de courir à la presse étrangère. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Okay. C'est exprimer son point de vue. C'est un autre aspect du débat. C'est un autre aspect du débat, mais dans ce cas-ci, c'est profondément lié quand même. Plus tard, mais sur le fond du problème. J'aimerais qu'on respecte un petit peu l'ordre et m'adresser à Arieh Avidor sur le fond du problème. Est-ce qu'en démocratie, est-ce qu'Israël, démocratie en guerre, peut se permettre de tolérer ce genre de phénomène? Non, je pense que c'est tout à fait intolérable. Je respecte vos opinions. Je suis moi-même favorable à que l'on prospecte toutes les possibilités en vue du processus de paix avec les Palestiniens. Mais là, face à la situation qu'on a connue à Gaza, je pense que c'était le pire exemple possible pour essayer d'appliquer cette expérience. Nous avons été agressés. Le gouvernement israélien a énormément hésité avant de réagir. Et je pense que là, c'était une guerre où nous n'avions pas le choix. D'autre part, je suis opposé également à ce principe-là de service armé à la carte, où chacun aurait, à droite comme à gauche, l'option de réfléchir si l'objectif visé est... C'est le cas des réservistes de l'unité 8200 qui accepteraient de servir lorsqu'il s'agit de l'Iran ou de la Syrie, mais pas lorsqu'il s'agit des Palestiniens. Oui, là, je crois qu'il y a beaucoup à dire aussi. Je crois que il y a un coup médiatique dans cette affaire, parce que lorsque l'on a approfondi, je crois
crois que le ministère de la Défense et l'état-major l'ont fait, ont approfondi ce qu'il y a dans cette signature, là, les 43 signataires de cette lettre. D'ailleurs, il y a eu des réactions, une contre-lettre depuis là. Je crois qu'il s'agit d'individus qui, pour certains, d'abord n'étaient pas appelés au service actif de réserve, et qui ne l'ont pas été depuis 2008 ou 2009 pour certains. C'est un refus de luxe en quelque sorte. Alors c'est une prise de position de la part, oui. Et là, moi écoutez, je m'en tiens à un principe. Ça a toujours été l'honneur de la gauche israélienne. Ça a toujours été l'honneur de la gauche israélienne d'être au cœur de la défense nationale et d'être l'ossature, l'armature d'abord du haut commandement de Tsahal et d'autre part des unités combattantes. Je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui sa légitimité aussi au sein du débat politique en faveur de la paix. Tout à fait. Alors exactement, justement, c'est la question de la défense. Alors depuis 48 ans, l'armée, le Tsahal, s'engage dans des activités qui ont moins en moins avec la défense et de plus en plus avec l'oppression dans notre pays. C'est à vous de décider une chose pareille, parce que tant que soldat, vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous êtes là pour exécuter des ordres. Exactement. Alors j'ai refusé, j'ai pris la peine pour ce que j'ai fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si tout le monde prenait la même initiative, qu'est-ce qui nous resterait cet été ? Comme ça, des journées à l'arrêt au-dessus de la tête pour se protéger des roquettes qui arrivent. Peut-être. Alors voilà. Alors peut-être s'il y avait beaucoup plus de pression contre le gouvernement israélien, les gouvernements auraient choisi des politiques différentes. Les roquettes, oui ou non? Alors non, voilà, c'est une question démagogique. Alors pourquoi pas vous posez pas la question? Est-ce que c'est donner l'accord à l'accord d'unité palestinien pour éviter le conflit entre le Hamas? Comment on réagit face à une crise politique? À partir du moment où on est appelé sous les drapeaux et qu'il y a un gouvernement démocratiquement élu qui décide de vous envoyer Gilad Alpert ou n'importe qui d'autre combattre, est-ce qu'on peut se permettre de refuser, étant donné que c'est la règle du jeu démocratique? Alors voilà, je crois que l'occupation des peuples palestiniens ne s'agit pas... Oui, dans la bande de Gaza? Bien sûr. On n'occupe pas le peuple de Gaza. Si, quand même, il n'y a pas d'indépendance ni de souveraineté pour la bande de Gaza. Et encore, monsieur l'ambassadeur sait bien que selon les accords qu'Israël a signés, la bande de Gaza et la Cisjordanie font partie des mêmes entités politiques. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le montant des impôts que vous payez? Pas forcément. Est-ce que vous ne les payez pas pour autant? Non plus. C'est ça le jeu de la démocratie, c'est des droits et des devoirs, et on n'est pas là, nous, pour fixer les règles, on est là pour élire les dirigeants qui prennent des décisions. Les impôts que je paye ne tuent pas des innocents. Ah bah c'est discutable. Voilà. C'est discutable. Encore une fois, concernant le nombre d'innocents qui ont payé de leur vie l'opération dans la bande de Gaza, malheureusement, on sait qu'Israël a pris des mesures assez drastiques pour réduire le plus possible le nombre de victimes collatérales et d'innocents palestiniens tués. Malheureusement, certains ont payé de leur prix. Également la politique du Hamas de tirer depuis des zones surpeuplées, on sait. Et on sait aussi que, par exemple, l'opération de l'OTAN au Kosovo a tué davantage de personnes et davantage d'innocents. C'est une guerre. Mais encore une fois, Dror, je pense que la question n'est pas là. C'est-à-dire que quand on est israélien et qu'on est citoyen israélien, ce n'est pas à nous d'estimer si la guerre est juste ou pas, c'est à nous de faire ce qui nous est demandé. Donc si on ne veut pas le faire... à nous de le faire, mais dans le civil. Mais non, mais justement, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que soldat, si on n'est pas d'accord, on ne vit pas en Israël. C'est très simple. C'est pas à nous d'estimer si la décision est bonne ou pas. On a abordé tout à l'heure la question du traitement médiatique de cette affaire, et je me tourne vers vous, Cyril Amar. Cyril, bonjour. Oui, sans surprise, Dror, l'affaire a mis en émoi les médias israéliens, faisant la une de tous les quotidiens. Et dans les colonnes du journal gratuit Israël Hayom, c'est le colonel de réserve Zvika Fogel qui est monté le premier au créneau. Il faut, nous dit-il, punir sévèrement les refusniks, car un double soupçon de trahison pèse sur ces soldats. Celui d'avoir révélé une partie des méthodes de travail de la prestigieuse unité de renseignement, mais également celui d'avoir mis de l'huile sur le feu au moment où doit s'ouvrir, vous le savez, une enquête de l'ONU sur les soi-disant exactions de Tsahal pendant l'opération israélienne à Gaza. Alors, diamétralement opposé, cet éditorial du Haaretz qui nous suggère au contraire de tendre l'oreille aux arguments des objecteurs de conscience.
Ce qui aurait dû provoquer un tollé, nous dit le Haaretz, ce n'est pas l'objection de conscience, mais les raisons qui en sont à l'origine. Les signataires de la lettre ont voulu pointer du doigt un comportement problématique et pour cela, eh bien, ils ne méritent absolument pas d'être condamnés. Alors à l'étranger aussi, les principaux médias se sont intéressés à l'affaire, tout comme le quotidien britannique The Guardian qui publie, vous le voyez, une photo des membres de l'unité 8200 barrés de cette promesse: nous n'espionnerons plus les Palestiniens. Le grand refus des cybersoldats israéliens, c'est le titre choisi par nos confrères italiens du Corriere della Sera, alors que le périodique espagnol L'Avanguardia précise de son côté qu'il s'agit des premiers objecteurs de conscience dans les rangs du renseignement israélien. Et que nous dit Le Monde ? Eh bien, qu'après la guerre de Gaza, Israël est sous le feu des critiques. Le journal français qui, dans un même souffle, annonce les crimes de guerre dénoncés par une ONG internationale et les interrogations des réservistes du renseignement israélien. Autre quotidien français, il s'agit du Figaro qui évoque de son côté la fronde des vétérans du renseignement israélien qui dénonce une politique d'espionnage généralisée à l'encontre des Palestiniens. Et puis enfin, dans le monde arabe également, l'affaire est relayée, à l'instar du journal palestinien Al-Quds qui rapporte la colère déclenchée en Israël par les critiques de l'unité 8200. Merci beaucoup Cyril. Je m'adresse à vous Harry. Est-ce que les médias internationaux n'ont pas en quelque sorte trop fait, parce que 43 réservistes, dont certains ne servent plus dans les rangs de cette fameuse unité de renseignement, c'est peu finalement. Bon, les médias internationaux, ils font preuve, comme d'habitude, d'ignorance sur la situation dans ce pays et sur les modalités de ce qui se passe, et notamment sur cette unité dont on ne peut pas débattre vraiment face à la caméra. Mais encore une fois, j'insiste pour dire que l'attitude de ces gens-là, comme la vôtre, elle a été très néfaste, je pense, à l'image de la gauche israélienne. Moi, je pense que... Est-ce que c'est pas légitime quand on est en démocratie de laisser à ce genre de personnes le soin de s'exprimer? Ils connaissent leur travail, ils savent ce qu'ils font, et est-ce que c'est pas une voix qu'il faut entendre, comme l'a dit l'édito? Non, je crois que l'armée, c'est la grande muette. C'est ainsi que j'ai été éduqué. Enfin, c'était la même armée il y a quelques années de cela. Où ce genre de travail d'espionnage est confié à des jeunes gens de 18-19 ans qui après retrouvent une vie civile, contrairement à ce qui se passe dans d'autres démocraties où ce sont des gens qui choisissent d'en faire une carrière. Est-ce que c'est pas inévitable que ces gens-là... J'aimerais éviter de rentrer dans les modalités de l'action de cette unité. Et encore une fois, on peut leur reprocher effectivement d'avoir divulgué d'une manière assez générale les missions qui étaient les leurs, et ça reste un secret d'État. Il y a une chose importante que je voudrais dire, pour moi, l'exemple du côté de la gauche israélienne, et la gauche véritable, le Mapam, le Meretz d'aujourd'hui, c'est l'attitude de quelqu'un comme Chaim Oron, l'ancien ministre de l'Agriculture, une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, et qui a eu son fils blessé grièvement. Son petit-fils. Oui, et il a donné une interview, je pense que c'est quelque chose de très important. Rapidement. À Haaretz, je pense que c'est le 14 août dernier, où il disait la chose suivante. Voilà, moi j'ai élevé une tribu de défenseurs d'Israël, des officiers, des pilotes, des parachutistes, comme lui. Mais il y a une chose que je veux qu'ils gardent, et qu'ils gardent tous dans le cœur et dans l'esprit, c'est de tout faire pour faire avancer la paix. Mais Myriam, je vous repose la même question. Est-ce que c'est pas tout à fait normal, ce genre de phénomène, à partir du moment où, encore une fois, on demande à des jeunes de 18-19 ans qui ensuite vont retrouver une vie civile et vont redevenir des citoyens actifs et qui peuvent parler de leur expérience et de ce qu'ils ont vécu. C'est d'analyser les motifs qui sont derrière. C'est-à-dire que ces jeunes gens aient envie de souligner des anomalies de ce qu'ils considèrent être anormal et immoral dans certains cas, c'est très bien. Mais ils ont une chaîne de commandement au-dessus d'eux. Très bien. Ils auraient pu le signaler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avant d'aller à la presse. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'ils le disent, c'est la façon dont ils le disent. Et qu'est-ce que ça sert? Ce que vous avez vu du traitement dans les médias étrangers, c'est ce qui vous dérange. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on se serve de sa position de soldat pour défendre un point de vue politique. Et c'est ce que Shelly Yachimovitch du Parti travailliste a dit. Vous voulez défendre une position, très bien, défendez-la en civil. Votre service militaire n'a rien à faire là-dedans. Le traitement international des médias... Mais ça, de toute façon, on le sait très bien que la presse, ça
se fond sur ce genre de sujet. On le sait très bien. La fronde des vétérans, comme vous avez si bien dit, 43 personnes, c'est pas la fronde des vétérans, c'est 43 personnes. Mais on sait très bien qu'on donne du grain à moudre en faisant ce genre de choses. Du grain à moudre à qui ? Aux gens qui veulent écrire tout et n'importe quoi sur Israël et faire des titres absolument ce que dit Myriam, désastreux. ça vous interpelle pas un petit peu ? D'abord, je suis d'accord. Moi, je n'ai rien fait pour approcher la presse ni étrangère ni locale. Mais, vous avez donné des interviews à la presse étrangère. Pourquoi répondre ? Parce qu'ils ont exprimé l'intérêt. Vous avez vu le papier qu'il y a dans Le Monde. Oui, et dans Le Point, alors, vous avez vu les papiers. Moi, les retours que j'ai eus, c'est de la part des pro-israéliens qui cherchent des prétextes pour soutenir Israël. Okay. Mais la politique israélienne ne leur empêche de continuer longtemps, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Merci beaucoup, Myriam Shermer, Gilad Alperd et Arié Avidor. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse.